Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous propose une mise à jour d'un vieux tutoriel consacré à la récupération de ces derniers tweets. Donc le principe de cette vidéo reste le même, on va chercher à afficher dans notre site les derniers tweets que l'on a postés. Donc ce qui change par rapport à la version précédente, c'est que là où il y avait une API publique, aujourd'hui il y a une API qui nécessite une certaine authentification. Et du coup on va devoir passer par la création d'une application côté Twitter avant de pouvoir travailler. Donc pour créer notre application, il suffit de se rendre sur la page apps.twitter.com, donc apps.twitter.com. Donc on va créer une nouvelle application et on va lui donner un petit nom. Donc on va l'appeler tutoriel parce que c'est une application pour le tutoriel. On lui donne une petite description et on met notre site http://graphicart.fr. On vous demande ensuite un callback URL. Donc le callback URL va être utile si votre application demande des autorisations aux utilisateurs. Par exemple, vous savez, quand vous essayez de vous connecter via Twitter, on vous dit cette application va accéder à votre profil, accepter ou refuser. Nous, dans notre cas, on n'a pas besoin de faire de callback URL parce qu'on va directement utiliser l'API, pas en utilisant notre application. Et ensuite, on clique sur Yes, I agree. Donc ça va créer notre application et ce que l'on va faire tout de suite, c'est qu'on va changer l'access level. L'access level donne le niveau de permission. Donc si jamais quelqu'un se met à pirater notre site et obtient les tokens que l'on va rentrer dans notre fichier PHP, il pourra se mettre à écrire. Et ça, on n'a pas envie de le faire, donc on va mettre notre application en read-only. Parce que notre but ici, c'est de récupérer seulement nos derniers tweets. Donc faites attention, si vous voyez que ça reste en read and write, c'est tout simplement parce que l'API Twitter met toujours un petit moment à réagir. Donc ensuite, l'autre chose que l'on va avoir besoin d'obtenir, c'est les tokens d'accès. Donc vous cliquez sur Key and Access Token et vous allez obtenir deux informations importantes. La Consumer Key qui vous permet d'appeler l'API et la Consumer Secret. Comme son nom l'indique, ces codes-là doivent rester secrets, donc ne les donnez pas à n'importe qui. Et vous voyez que cette application a été créée avec mon compte, donc me permettra d'accéder à l'appli de Twitter en utilisant mon compte. Donc pour l'instant, on va rester comme ceci et on va voir comment récupérer nos derniers tweets. Donc Twitter dispose d'une API, donc vous pouvez vous rendre dans la documentation et vous avez différents niveaux d'API. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la REST API qui va nous permettre de communiquer avec l'application Twitter. Donc on peut faire tout un tas de choses, comme vous le voyez. Mais ce qui nous intéresse, c'est de récupérer la user timeline, c'est-à-dire la timeline de notre utilisateur, en l'occurrence nous-mêmes. Donc si on descend un petit peu, on voit que cette appli nécessite maintenant une authentification, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de s'authentifier pour l'utiliser. Et tout en dessous, on a ensuite les paramètres que l'on peut passer. Donc les paramètres intéressants sont le screen name, ça sera le nom de notre compte Twitter, donc ça permettra de savoir quel tweet on va récupérer. Le count permettra de mettre une limite et le exclude replies permettra d'en retirer les replies si vous voulez afficher que les tweets que vous avez mis de manière publique. Donc la question qu'on se pose, c'est comment on va pouvoir interagir avec cette appli-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une petite application qui s'appelle Postman. Alors si vous ne l'utilisez pas, je vous conseille vraiment de l'installer. Ça se présente sous forme d'un plugin pour Google Chrome et ça vous permet d'appeler des API sans forcément avoir besoin d'écrire des scripts PHP. Le but ici, ça va être de comprendre comment fonctionne l'API, même si derrière on va utiliser une librairie, qui va faire quasiment tout pour nous, mais je pense qu'il est important de voir comment ça fonctionne. Donc si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez passer directement au code PHP. Donc Postman se présente comme ceci, vous avez à gauche votre historique de requêtes et en haut vous allez pouvoir mettre vos différentes informations. Donc là, nous ce que l'on a envie de faire, c'est d'appeler ce fichier là. Donc on fait hop, on met cette URL là et on se dit je vais mettre mon screen name à graphicart.fr parce que je récupérais mes tweets. Si vous essayez de faire ça, vous allez avoir un petit problème. On va vous dire qu'il y a un problème d'authentification parce que, comme c'est indiqué sur la documentation, il faut vous authentifier. Donc là, vous remontez et dans la documentation, vous allez voir les informations concernant OAuth. Donc OAuth, c'est le système d'authentification que l'on retrouve à peu près partout. Donc on a deux types d'authentification. Le type dont je vous parlais tout à l'heure où le principe consiste à envoyer l'utilisateur sur une page pour accepter. Mais nous, le truc, c'est qu'on n'a pas envie de faire ça. On a envie que ce soit notre appli qui fasse les appels à l'API et on veut juste récupérer des informations publiques. Donc on ne va pas avoir besoin de permissions supplémentaires. Donc là, on peut aller sur Application Only Authentification. Donc j'ai essayé, et pour l'instant, ce n'est pas en français malheureusement. Donc si vous comprenez l'anglais, tant mieux. Sinon, pour vous résumer, on va pouvoir générer un token d'accès en utilisant
les informations que l'on a pour notre application en utilisant ces deux informations-là. Donc ça fonctionne en deux temps. Dans un premier temps, on va devoir récupérer un token d'accès et ce token d'accès pourra ensuite être utilisé pour les différentes requêtes à l'API. Donc pour générer ce token d'accès, il va nous falloir encoder en base 64 une combinaison de notre clé et de notre clé secrète. Donc globalement, il faut encoder en utilisant la fonction URL encode les deux informations. Donc l'avantage, c'est que pour le moment, les clés donnent le même résultat qu'elles soient encodées ou non, donc ça on peut s'en passer. Et ensuite, on doit faire un base 64 encode de la combinaison des deux séparée par un 2 points. Donc là, on va directement utiliser le JavaScript pour générer cet encodage. Donc si jamais on veut encoder cette clé, il suffit d'utiliser la fonction btoa. Et entre parenthèses, on lui met une chaîne de caractères qui contiendra donc d'abord notre clé normale, hop, suivi de 2 points, suivi de notre clé secrète. Donc ça nous donne une longue clé que vous allez copier et qui vous permettra d'obtenir un token d'accès. C'est ce que vous voyez un petit peu plus bas. Il faut appeler OAuth2/token en post. Donc on va faire ça sur Postman. Donc on va créer un nouvel onglet. Alors je vais fermer ce que j'avais déjà essayé. Donc on crée un nouvel onglet. Il faut cette fois-ci appeler ça en post. Et on appelle https://api.twitter.com/oauth2/token. Ensuite, on nous dit qu'il faut passer un header d'autorisation et on lui passe basique suivi de notre clé encodée. Donc là, hop, dans les headers, je rajoute un header qui s'appelle authorization et au niveau de la valeur, je mets basique suivi de notre clé encodée. Je continue, on nous dit qu'en plus, il faut mettre un content type et il faut mettre ça au niveau du content type. Pas de problème, hop. Donc je fais ça pour vous expliquer vraiment comment lire la documentation et comment comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'on va passer par un script PHP, effectivement, mais il faut comprendre comment ça se passe derrière, hein, sinon c'est pas cool. Et ensuite on nous dit qu'au niveau du body de la requête, hop, il nous faut ça. Donc c'est ce qui est écrit juste en dessous, sous ce format-là. Donc là, hop, je mets au niveau du body, directement en row, c'est-à-dire je vais copier le texte, ça. Si maintenant j'essaie d'envoyer cette requête-là, je vois que je tombe sur une petite erreur parce que je me suis planté, c'est api.twitter.com. Donc si j'essaie d'envoyer cette requête-là, vous voyez que j'obtiens un token type bearer et un access token qui contient cette longue chaîne. Mais cet access token me permet maintenant d'appeler l'API Twitter. Donc vous voyez que ça ne fonctionnait pas. Mais si maintenant je mets un header authorization à ma requête et qu'au niveau de l'autorization, je mets bearer suivi du token que je viens d'obtenir, hop, ça me permet de récupérer un objet qui contient mes derniers tweets. Donc si j'en veux que 2, j'ai juste à mettre count égale 2. Voilà, donc globalement, ce que l'on va devoir faire en PHP, c'est ces deux étapes. Premièrement, récupérer un token bearer et ensuite pouvoir appeler notre appli. Donc heureusement pour nous, hein, quelqu'un s'est déjà un petit peu frappé la tête contre les murs et a déjà fait ça, et on va pouvoir utiliser cette librairie TwitterOAuth qui va nous permettre de gérer ça de manière beaucoup plus simple. Si jamais vous vouliez écrire le code vous-même, il faudrait utiliser l'extension PHP curl pour pouvoir faire les deux requêtes que l'on a vues. Mais le but, c'est pas forcément de se prendre la tête outre mesure. Donc, pour installer cette librairie, il va falloir l'installer via Composer. Donc, je vais faire un coup de Composer Require, ce truc-là. Donc ici, hop, au niveau de mon terminal, je copie mon Composer Require et je l'installe. Donc là, il me sort une petite erreur parce qu'il me dit que je n'ai pas l'extension curl qui fonctionne. Donc si jamais, donc normalement elle est fournie à peu près partout, mais si jamais vous ne l'avez pas et que vous êtes sur un serveur particulier, vous faites un coup de sudo apt-get install php5-curl ou vous adaptez suivant votre cas. Donc une fois que c'est fait, hop, je relance le Composer Require. Cette fois-ci, ça fonctionne correctement et je peux maintenant, au niveau de mon PHP, aller écrire la librairie. Donc on nous donne ces deux lignes. Donc d'abord je require l'autoloader de Composer et ensuite je dis que je vais utiliser ce code-là. Donc là on est parti. Hop. Je require vendor/autoload et ensuite j'utilise l'appli. Donc ensuite je peux utiliser cet objet-là. Donc je vais l'appeler OAuth égale new Twitter OAuth. Donc ça prend plusieurs paramètres au niveau de son constructeur. Donc si je regarde à l'intérieur de la classe, donc au niveau du constructeur, on a d'abord la consumer key et ensuite la consumer secret. Et les deux autres options, alors désolé pour les couleurs, sont optionnelles. Donc nous, dans notre cas, on va commencer par copier la consumer key, donc que l'on retrouve hop, au niveau de notre compte. Et ensuite, le consumer secret. Donc ensuite, on n'a pas d'access token ni d'access secret, donc c'est tout ce que l'on a pour le moment.
Donc une fois que j'ai cet objet-là, je vais pouvoir l'utiliser pour obtenir un bearer token, comme on l'a vu précédemment. Donc on va faire un $access token égale $OAuth, OAuth2. On lui passe en paramètre l'API que l'on souhaite appeler, donc c'est OAuth2/token. Et en second paramètre, on lui passe un tableau qui va correspondre au body que l'on a écrit tout à l'heure. Donc nous ici, c'est grant type client _ credentials. Et ce que l'on va faire tout de suite, c'est qu'on va faire un coup de var dump de access token pour voir que contient cette valeur-là. Si j'actualise ma page, je vois que j'obtiens, comme tout à l'heure, le token type et le access token. Avec cet access token, je vais pouvoir faire l'appel suivant. Donc là, je vais reconstruire un nouvel objet. Donc on va l'appeler cette fois-ci Twitter, égale new Twitter auth. On lui passe en paramètre les mêmes informations, sauf que cette fois-ci, on mettra un troisième paramètre à nul, et le dernier paramètre, qui est l'access token, c'est l'access token que l'on a récupéré ici. Donc ça sera $access token, et on récupère l'élément qui s'appelle access _ token. Voilà, donc avec ce nouvel objet, vu qu'on en a access token, on va être en mesure de faire appel à l'API. Donc pour appeler l'API, on fait Twitter, donc notre objet, ensuite la méthode que l'on souhaite utiliser, nous ici c'est get, et ensuite l'API. Donc moi c'est statuses /user _ timeline. Et après, je passe un tableau de paramètres qui contiendra les paramètres. Donc moi, par exemple, c'est screen _ name, et je vais récupérer seulement mes tweets. Donc ça sera graphicart _ fr. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va regarder aussi, on va demander à récupérer, seulement, on va exclure les replies. Donc on va mettre, c'était ici, exclude replies. Et on va mettre ça à true. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais débugger ça. Je vais le stocker dans une variable que je vais appeler tweets, et on va faire un coup de var dump de tweets. Donc je sauvegarde et je réactualise ma page. Donc cette fois-ci, je vois que j'obtiens un gros tableau qui contient différents objets qui correspondent à mes tweets. Donc si je veux savoir un petit peu toutes les informations que je récupère, je peux me référer à ce que j'ai fait tout à l'heure en appelant notre système. Donc moi, ce qui m'intéresse en l'occurrence, c'est mon tweet, c'est le texte ici. Donc là, si je veux afficher mes différents tweets, j'ai juste à parcourir ce gros tableau-là. Donc là, on va le faire juste après le UL. On va faire un petit coup de for each. Pour chaque tweet as $tweet. Je ferme mon for each à la fin du LI, end for each. Et j'affiche mon tweet en faisant echo tweet texte. Voilà, donc ça me paraît plutôt correct. Et je réactualise. Hop. Et vous voyez que ça m'affiche mon premier tweet, mon second, mon troisième, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, en l'occurrence, ça en fait pas mal. Donc on va rajouter un paramètre supplémentaire. On va aller à la ligne pour éviter de dépasser la longueur des lignes. Et on va rajouter un petit count, et on va en afficher que 3. Inutile d'en récupérer plus. Et je ne fais pas l'erreur, je ferme le tableau au bon endroit. Donc on va le fermer ici. Et cette fois-ci, je ne récupère que mes 3 derniers tweets. Mais là, je vois quelque chose de bizarre, c'est que j'y ai demandé d'en récupérer 3 et pourtant j'en récupère qu'un seul. Alors l'API est vraiment mal branlée, mais globalement, c'est ce qu'ils essaient de vous expliquer par A plus B ici, c'est que le count se fait avant les filtres. C'est-à-dire qu'il récupère 3 tweets et ensuite il exclut les replies et il exclut les retweets aussi, si vous mettez include retweet à false. Du coup, là, en fait, vu que dans ma timeline, j'ai pas mal de replies, lorsque j'en récupère 3, parmi les 3 tweets qu'il a récupérés, il n'y en a qu'un seul qui n'est pas une reply. Et du coup, ça pose problème. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est en récupérer beaucoup et ensuite filtrer au niveau de PHP. Donc là, par exemple, lui dire, on va faire un coup de array _ slice et on va récupérer à partir de l'enregistrement 0 les 3 premiers enregistrements. Si je fais ça, automatiquement, hop, je reviens ici. Cette fois-ci, il n'affichera que 3 tweets, voilà, malgré que j'en ai récupéré 50. Donc c'est une petite limitation, mais pour le moment, l'API de Twitter ne permet pas de contourner le problème. Donc on est obligé de faire comme ça. Voilà, donc là, on a réussi à faire ce système-là, mais vous vous dites peut-être comment ça se passe si il y a des hashtags ou des choses comme ça. Comment je vais faire pour pouvoir linker ça? Donc vous pouvez faire des expressions régulières pour automatiquement détecter les liens, les parser, tout ça. Mais il faut savoir encore une fois que quelqu'un s'est un petit peu pris la tête à votre place. Et si vous allez sur Packagist, donc j'ai fait quelques petites recherches et je suis tombé sur un truc qui était pas mal qui s'appelle Twitter-text-php.
Donc globalement, c'est une librairie qui est conçue pour parser les contenus des tweets et afficher des liens sur les hashtags et compagnie. Donc c'est plutôt pas mal par rapport à ce que l'on veut faire. Donc ce que l'on va commencer par faire, c'est de l'installer. Donc on fait un coup de composer require ce bordel-là. Donc si on descend, on se rend compte que c'est absolument pas documenté. Donc ce que j'ai fait, c'est que il faut se rendre sur la documentation GitHub, enfin sur la partie GitHub, et regarder un peu dans les tests comment ça fonctionne. C'est pas idéal, ça aurait été bien qu'ils mettent un petit exemple. Mais globalement, si on descend, on a différents exemples. Donc on a un système qui permet d'extraire des informations, et nous, ce qui nous intéresse un petit peu plus loin, c'est la partie autolink. Donc il crée une instance et ensuite il autolink un tweet. Impeccable. Donc nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette partie-là. Donc on commence par créer une nouvelle instance de l'autolink. Donc on va l'appeler autolink. Ouais, bon, c'est pas terrible. Égal Twitter underscore autolink, create. Ça permet de créer une nouvelle instance. Après, on pourrait lui passer des paramètres, mais là, on va laisser tel quel. Et ensuite, on peut utiliser cette instance-là et utiliser la méthode autolink. Hop, on lui passe en paramètre notre tweet et automatiquement, ça va l'autolinker. Si je reviens sur ma page, je vois que maintenant les liens vers mes tweets permettent d'accéder à mon élément. Alors je vais inspecter juste pour vérifier s'il met bien un target blanc. Et on voit bien que ça va ouvrir automatiquement dans un nouvel onglet. Impeccable. Ensuite, l'autre chose que l'on pourrait avoir envie de faire, c'est afficher une durée sur nos tweets. Et dire par exemple, ce tweet a été posté il y a un petit moment de cela. Donc si on regarde au niveau de Postman, lorsque l'on a récupéré les tweets, on a une date qui est au format qui est created at et qui est dans ce format-là. Donc on va essayer de le récupérer via l'API. Donc on va mettre notre tweet ici et on imagine mettre une virgule puis un small, et à l'intérieur de notre small on va mettre un echo de tweet created at, histoire de voir sous quel format on récupère ces informations là. Donc je sauvegarde et je réactualise. Donc ce qu'on a besoin de faire, c'est de convertir cette date et dire plutôt il y a 3 jours, il y a 4 heures. Donc là, on pourrait être tenté de se dire, bon ben ça, je vais le faire en PHP. Je vais trouver une librairie en PHP ou l'écrire moi-même. Je vais convertir cette date et afficher il y a 3 jours ou autre. Alors ça, c'est pas forcément une bonne idée. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu, on a un taux et une limite au niveau de l'API de Twitter. Donc histoire d'améliorer les performances et d'éviter que chaque utilisateur qui affiche la page charge ça depuis l'API Twitter, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre ça en cache. Ce qui veut dire que les informations qui vont être affichées ici ne vont pas bouger pendant 1 à 2 heures. Donc ce que l'on va plutôt faire, c'est générer ce temps en utilisant plutôt une librairie JavaScript. L'avantage, c'est que ça pourra rester figé, et c'est le JavaScript qui va se charger d'afficher la date correctement. En plus de cela, cette librairie a un autre avantage, c'est qu'elle va permettre de modifier ça en temps réel. C'est-à-dire que si l'utilisateur reste la page allumée, automatiquement ce timer va avancer tout seul. Et ça, c'est plutôt cool. Et ça résout surtout notre problème de temps. Alors du coup, je vais télécharger, hop. Donc du coup, je vais télécharger cette librairie-là, donc c'est jquery.timego.js, donc on va le mettre dans mon dossier JS. Donc on est parti, js/jquery.timego.js. Je copie directement le code, je vais le charger dans ma page, donc on va le charger juste après la partie main. Hop, jquery.timego.js, impeccable. Et ensuite, dans notre JS, on va devoir appeler cette fonction-là. Donc on va appeler tous les éléments qui ont la classe timego et qui sont de type time. Donc on va respecter ça, on va pas se prendre la tête. Donc au niveau de notre fichier, on va inverser les choses du coup. Donc on va modifier notre fichier main.js et on va mettre notre code. Donc ici, on peut utiliser directement jQuery comme ceci. Donc maintenant au niveau de notre tweet, on a envie d'afficher le temps avec ce format-là. Donc on est parti, hop, au niveau de notre index, on affiche notre tweet, sauf que là on met directement la date. Alors on est embêté, comment on génère cette date-là? Donc on a la date en utilisant le tweet created at. Le problème, c'est que ça, c'est dans un format américain qui ne voit pas. Donc on va utiliser la fonction string2time pour convertir ça sous forme de timestamp. Et ce timestamp, on va ensuite pouvoir le formater en utilisant la méthode date. Donc ce plugin a besoin que la date soit formatée en utilisant le standard ISO 8601. Donc l'avantage, c'est qu'il y a directement une option dans la méthode date pour le faire, qui est l'option C. Donc je fais ça. Voilà. Et après ici, vous pourriez mettre un petit peu n'importe quoi. C'est juste si jamais quelqu'un a le JavaScript désactivé, qu'il puisse avoir une date qui est affichée dans tous les cas. Donc bon, pour l'instant, je vais laisser ça vide.
Donc si je regarde mon code source et que j'actualise la page, hop, je vois tout en bas que j'ai bien la date au format qui est attendu par timego.js. Si je réactualise ma page, ben je vois que maintenant j'ai 4 days ago, 5 days ago, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on est quasiment bon, hein. Le problème c'est que moi je suis sur un site qui est en français, j'ai envie d'afficher ça en français. Donc vous pouvez chercher local, hop, si vous cherchez, et vous avez des exemples de configuration. Donc l'avantage c'est que quelqu'un s'est déjà donné du mal, à mon avis, à notre place, et si on cherche fr.js, on voit qu'on a les locales en français. Donc on va rajouter ces locales juste au-dessus de notre système. Voilà. Et si maintenant je réactualise ma page, hop, je vois que ça affiche ça en français. Donc après, ben, vous pouvez faire des modifications si vous avez envie d'afficher les dates autrement. Donc là, on a quasiment fini. Une dernière chose qui nous manque, c'est la mise en cache. Parce que le problème, c'est que si jamais on a un site qui a un gros trafic, ben, les gens vont appeler cette page non-stop. Et ce qui risque de se passer, c'est que vous allez atteindre les limites de votre API. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau dossier juste à côté. Donc je vais créer un dossier qui va s'appeler cache. Et dedans, je vais y mettre nos différents tweets. Donc je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler cache. Donc ce dossier, si vous êtes sur Windows, il n'y a pas trop de problème. Si vous êtes sur Mac ou Linux, ben, vous faites un petit coup de chmod pour pouvoir avoir les permissions dessus. Donc on va mettre un droit d'écriture pour tout le monde sur ce dossier-là, sur le dossier cache. Le fichier de cache, on va l'appeler tweets, par exemple .temp, ça me paraît pas mal. Donc on va le stocker dans une variable. Donc on va le faire juste là. Hop. Donc $cache égale, donc c'est le fichier qui s'appelle cache / tweets.tmp, on va l'appeler tmp histoire de se souvenir que c'est un fichier de cache. Lorsque l'on récupère les différents tweets, avant même de les autolinker, on va les sauvegarder dans un fichier en faisant un coup de file _ _put_contents. Le nom du fichier, c'est le fichier de cache et le contenu, ça va être les tweets. Alors le problème, c'est que les tweets sont sous forme d'objets, donc on va les serialiser en utilisant la fonction serialize de PHP. Et on serialize nos différents tweets. Voilà. Donc si maintenant je réactualise la page une fois, hop, automatiquement ça va créer dans mon dossier de cache un fichier tweets.tmp. Et à l'intérieur de ce fichier, on va avoir nos différents tweets qui vont être serialisés. Le problème, c'est que lorsque l'on réappelle notre système, on n'a pas envie de passer par toute cette étape-là. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va vérifier est-ce que notre cache est suffisamment récent. Donc je vais hop, me mettre ici. Et on va faire une petite condition. On va dire si le moment actuel moins la date de création du cache ou de modification, donc c'est file mtime du fichier de cache. Si ça c'est supérieur à 60, ça veut dire que, c'est-à-dire que le fichier de cache date de plus de 60 secondes, donc globalement ça fait toutes les minutes on va refresh le cache. Après vous pouvez améliorer suivant vos performances. Là vu que je suis sur une seule appli, je vais être en dessous de la limite. Donc on peut se dire, c'est quand même faiblard, c'est-à-dire que toutes les minutes tu vas appeler, mais si jamais vous avez besoin de connaître la limitation, il vous suffit d'aller dans la documentation et de regarder ce gros tableau qui vous donne les limitations. Donc nous on est dans ce cas-là, on utilise l'authentification par application, et si on cherche user_timeline, on voit qu'on peut faire 300 appels toutes les 15 minutes. Donc en mettant en place un refresh toutes les minutes, on est largement en dessous. Donc si jamais le cache date de plus de 1 minute, on fait tout ce bordel-là. Sinon, ce que l'on va faire, c'est qu'on va directement lire notre fichier et le déserialiser en faisant tweets égale unserialize de file _ _get_contents de notre fichier de cache. Et après, le reste continue à s'exécuter. Alors ce que l'on pourrait faire aussi, c'est carrément mettre en cache le fichier généré. Mais là, ça suffit amplement. Donc hop, si je reviens ici et que je réactualise, je vois que cette fois-ci, il a fait appel à l'API et vous voyez que les autres fois, quand je réactualise, c'est beaucoup plus rapide. Parce qu'il n'est pas obligé de faire appel à l'API. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit écho pour prouver que je ne vous dis pas des bêtises. Donc on va mettre cache utilisé. Et dans ce cas-là, on mettra cache non utilisé. Et je n'oublie pas les points-virgules pour les deux cas. Donc je réactualise la page. On voit que là, il a utilisé le cache. Et maintenant, je vais poireauter une petite minute et réactualiser au bout d'une minute. Voilà, donc la minute est passée, et si je réactualise, hop, le cache n'a pas été utilisé, et du coup, il a refresh les données. Si je réactualise, il réutilise le cache. Voilà, donc là, on a mis en place notre petit système. Donc, c'est pas idéal dans le sens où, pour l'instant, on a tout mis à l'arrache dans notre code HTML. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va séparer et organiser ça dans une classe pour pouvoir avoir les choses plus propres. Donc, on va créer un nouveau dossier que l'on va appeler classe, et on va créer une classe que l'on va appeler twitter.php.
Donc on va réfléchir un petit peu à comment on va la construire. On va toujours avoir besoin de ces informations-là. Donc au niveau du constructeur, ça me semble intéressant de les mettre en place. De la même façon, je pense qu'il est intéressant aussi de nommer le fichier de cache. Donc on va mettre ces trois options au niveau de notre constructeur. Donc on est parti, j'ouvre PHP, je crée une classe que j'appelle Twitter. Je définis mon constructeur, donc public function _ construct. Donc au niveau de notre constructeur, on a dit qu'on allait avoir besoin de la consumer key, de la consumer _ secret, et enfin du fichier de cache. Donc on va l'appeler cache. Et ce que je vais faire, c'est que je vais changer légèrement ma coloration syntaxique pour pas que ça soit aussi dégueulasse que ça. Donc du coup, hop, je vais déplacer tout ce que j'ai écrit jusque là. Hop. Donc là, on va tout prendre même. Et on va le déplacer dans notre petite partie. Hop. Donc le use, on va le mettre tout en haut. Hop. Le fichier de cache, ça sera directement dans la variable cache. Donc ces différentes variables, je vais avoir besoin d'y accéder depuis d'autres méthodes, donc je vais les définir en variable privée. Donc on est parti, on fait private. On va l'appeler consumer key, _ key. Et ce que l'on va faire ensuite, c'est qu'on va la définir ici en faisant this, $consumer key, this, consumer key, égale $consumer key. Et je fais ça pour les autres champs. Donc là, l'avantage, c'est que j'utilise un IDE et je peux directement initialiser les champs. Donc tout le bordel qui est ici, je vais quand même le sauvegarder et le mettre dans une autre fonction. Donc on va imaginer qu'on a besoin d'une fonction pour récupérer les derniers tweets. Donc on va l'appeler last tweets. Donc on réfléchit aux différents paramètres que pourra prendre cette fonction. Je pense qu'il est intéressant de mettre le screen _ name et la limite. Après, par défaut, on voudra systématiquement exclure les replies et exclure les retweets. Donc, on n'a pas besoin de se gêner à ce niveau-là. Donc, on n'a pas besoin de mettre des paramètres supplémentaires. Si plus tard, vous vous dites que ça peut être intéressant de les mettre, on les mettra. Donc ici, on vérifiera est-ce que le cache est déjà disponible. Donc, on fera ça en faisant this cache, ce coup-ci. On enlève le echo, on fait appel à l'API Twitter, on récupère le access token. D'ailleurs, ça, on pourrait se dire, on le récupère dans une autre méthode. C'est toujours bien de séparer. Donc, c'est une méthode qui, pour l'instant, sera privée, vu qu'on n'aura pas besoin d'y accéder depuis l'extérieur. Donc, on va l'appeler get app access token. Ça prendra en premier paramètre la consumer key, et en second paramètre, ça prendra la consumer _ secret. Ensuite, ça fera appel à tout ce bordel-là et ça récupérera, la seule chose qui nous intéresse, c'est le access token. Donc là, on fera directement un return de ça. Impeccable. Donc au niveau de notre last tweet, c'est un petit peu la même chose ici. On fera un coup de this consumer key. On fera un coup de this consumer secret et on passera en dernier paramètre un coup de this get app access token. Ensuite, on récupère les différents tweets. Ici, on lui passe donc le screen name. On dit qu'on exclut les replies et on met un compte. On a le limite. On va dire que le limite par défaut est à 3. Et ensuite, on va pouvoir continuer ici. Donc l'idée, c'est de renvoyer seulement les tweets par rapport au count que l'on a demandé. Donc là, on fera un coup de return array _ splice. On récupérera notre tableau de tweets, donc ces tweets, et on le splicera, donc on en retirera que les 3 premiers, ou le nombre que l'on a demandé. Donc ici, ça sera limite. Donc l'avantage, c'est que maintenant notre code est beaucoup plus propre. Donc on peut require notre classe. Donc pour l'instant, on va le faire directement en faisant un require, mais après on pourra le faire avec le composer. Donc on fera un require de classe /twitter.php. On initialise ensuite notre objet en faisant $Twitter égale new Twitter. On lui passera en paramètre donc les tokens d'accès donc que l'on récupère au niveau de notre compte. Donc on passe en premier paramètre la consumer key, en second paramètre la consumer secret et en troisième paramètre le fichier de cache. Donc le fichier de cache, on va le passer le chemin en absolu en mettant _ dir. Donc c'est le dossier qui est parent, donc là c'est ce dossier là, suivi de /.
suivi du dossier qui va s'appeler cache, suivi du fichier tweets.tmp. Voilà, donc j'ai configuré maintenant mon système. Je peux lui demander de récupérer les derniers tweets. Donc là, plutôt que de faire ça, je vais faire $Twitter. Last tweets. Le screen name, ça sera graphicart_fr. Alors, je ne sais pas si la majuscule compte, je pense pas, mais on va la mettre au cas où. Et le nombre, donc par défaut c'est 3, donc ça me convient. Impeccable. Donc le dernier truc qui va me manquer, c'est la partie autolink. Donc là, ce que je peux faire, c'est la mettre directement sous forme de méthode statique. Donc public, static, function, et on va l'appeler autolink. L'idée, c'est de tout mettre qui a un rapport avec les tweets dans une seule classe pour éviter de se prendre la tête. Donc on va avoir besoin du Twitter autolink. Donc là, on pourra faire directement un return de Twitter _autolink create et on lui passe le tweet. Donc il faudra prendre le tweet en paramètre de cette méthode-là. Voilà, donc maintenant, hop, j'ai accès à cette méthode-là et je peux lui dire, je veux que tu affiches ce tweet qui est autolinké. Tweet, Twitter, autolink, et je lui passe le texte. De la même façon, on peut s'imaginer formater la date correctement. Donc là, hop, on peut faire public, static, function, time, tag. On passera en paramètre le tweet en question. Hop. Ouais, on passera plutôt la date. Donc on va passer une date en paramètre. Et ce que ça fera, c'est que ça fera toute cette partie-là. Comme ça nous évitera d'avoir à l'écrire à chaque fois. Et si jamais plus tard on décide de changer de méthode pour écrire nos tweets, on ne sera pas embêté. Donc là, on fera un coup de return, ça sous forme de chaîne de caractères. Alors là, il faut faire bien attention à comment on échappe les choses. Donc on va mettre des simples quotes au lieu de double quotes. Et ici, on va afficher cette date-là. Donc on va la sauvegarder dans une variable séparée pour ne pas se prendre la tête. Donc on va l'appeler date égale date au format C de string to time de la date. Et ensuite, j'ai plus qu'à injecter à cet endroit-là. Hop. Et l'avantage, c'est que vu que j'ai utilisé des doubles quotes, je peux faire directement comme ceci. Voilà, je n'oublie pas le point virgule. Et maintenant, au niveau de mon système, je peux faire un coup de echo Twitter, time tag, et je lui passe en paramètre la date, qui est tweet created _at. Impeccable. Je sauvegarde ma petite classe. Donc là, je vois que mes tweets ne s'affichent pas. Donc j'ai lancé le serveur en utilisant la commande PHP. Et si je regarde l'erreur, on me dit il ne connaît pas la variable cache à la ligne 39. Et on a en plus une erreur. L'objet ne peut pas être converti sous forme de chaîne de caractères. Donc là, j'ai fait une première erreur. C'est un create que j'autolink ensuite. Donc le problème, c'est que cette librairie-là n'a pas de documentation. Donc on ne sait pas vraiment comment elle fonctionne. C'est un petit peu dommage. Voilà, en tout cas là ça va fonctionner. Et on me dit plus bas qu'il ne connaît pas cette variable-là. Donc c'est cette variable-là qu'il faut que je remplace par this cache. Voilà. Voilà. Et hop, je fais attention à ça. Et dans cette partie-là, je ne sais pas pourquoi j'ai laissé le echo link et j'ai laissé le echo. Voilà, donc ça me paraît correct. Si maintenant je réactualise la page, je vois que je récupère mes derniers tweets. Et c'est bien le cache qui est utilisé. Et l'avantage, c'est que maintenant, j'ai extrait ça dans une classe séparée pour pouvoir m'y retrouver beaucoup plus simplement. Donc, dernière petite chose qui me reste à faire, c'est que cette partie Twitter, j'ai envie de la séparer. Donc, je vais mettre toutes les classes qui me concernent dans un namespace particulier. Donc là, on va l'appeler namespace graphicart. Voilà. Je vais ensuite dire à Composer que toutes les classes qui sont dans le namespace graphicart sont dans ce dossier-là. Donc, au niveau de mon composer.json, je vais rajouter un coup de autoload. Et je vais lui dire de charger toutes les classes. Et je vais lui dire d'utiliser le PSR-4. Et je vais dire que toutes les classes qui sont dans le namespace graphicart se trouvent dans le dossier classe. Hop là, en faisant les choses correctement. Une fois que j'ai appliqué cette modification-là, je vais demander à Composer de recharger le fichier autoload. Donc je fais un coup de composer dump-autoload. Il a régénéré le fichier d'autoloading. Donc au niveau de mon index.php, je n'ai plus besoin de faire ça et je peux directement utiliser ma classe graphicart /Twitter. Si je fais ça tel quel, je vais tomber sur pas mal de petites erreurs parce que dès que j'utilise une classe à cet endroit-là, il faut que je lui dise d'où il la trouve. Donc soit je mets devant
le namespace racine, soit je peux directement mettre use et je vais lui dire de charger Twitter _ autolink. Je réfléchis si j'ai d'autres classes que j'utilise à l'intérieur. Donc j'ai la classe Twitter what, pas de problème, elle est chargée en haut. Donc il me reste une dernière chose à faire, c'est dans la partie index.php, vu que j'utilise cette classe à plusieurs endroits, il faut que je mette le namespace un petit peu partout. Je pourrais utiliser, comme je le fais ici, un use pour m'éviter ça, mais là je préfère au niveau des vues garder le chemin en absolu. Donc si maintenant je réactualise la page, ben, je récupère ma liste des tweets. Et vous voyez que ça fonctionne correctement. Donc voilà, on a terminé avec ce tutoriel. Donc le but de cette vidéo, ce n'était pas forcément de vous montrer directement, ben voilà, on peut utiliser cette librairie, on fait ça, ça et ça et ça marche, mais plutôt de vous expliquer comment fonctionne véritablement l'API de Twitter derrière. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour utiliser cette API, il faut utiliser une authentification. Donc cette authentification, on peut passer par l'OAuth classique, où on va demander à l'utilisateur d'accepter les permissions de notre application, ou on peut utiliser notre consumer key, notre consumer secret, pour utiliser l'API de Twitter avec notre propre compte. Donc nous, évidemment, dans notre cas, c'est cette option que l'on a choisie. Donc plutôt que de faire les choses de manière manuelle, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est reposé sur une librairie particulière, qui est la librairie Twitter Auth. Donc cette librairie nous a permis de gérer les appels à l'API plus facilement. Donc dans un premier temps, on a envoyé notre consumer key et notre consumer secret pour obtenir un token. Et avec ce token, on a été en mesure d'appeler ensuite la méthode que l'on souhaitait avoir. Donc là, en l'occurrence, c'était user timeline. Donc une fois que l'on a récupéré ces tweets, on a vu aussi comment utiliser d'autres choses comme par exemple la librairie Autolink pour automatiquement transformer les liens à l'intérieur d'un tweet et les remplacer par des liens HTML. Enfin, on a vu aussi comment mettre en place un système de date où on affiche la date de manière relative par rapport à la date du jour. Donc si jamais on souhaite mettre tout notre footer en cache et pour éviter que les dates restent figées dans le temps, on est plutôt passé par du JavaScript. On a utilisé le plugin jQuery TimeAgo. Donc après, vous pouvez utiliser d'autres plugins, mais l'idée ici, c'est de se dire que si jamais des morceaux de notre page deviennent statiques, ce plugin va permettre de rendre les dates dynamiques. Donc pour la partie conversion, on a utilisé les fonctions basiques de PHP, c'était largement suffisant. Et enfin, on a vu comment mettre en cache les informations. Donc on a fait un petit cache temporaire, mais évidemment, libre à vous après d'adapter cette librairie et de passer par une librairie de cache beaucoup plus poussée. On peut imaginer par exemple utiliser le même cache pour un cache beaucoup plus rapide. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez des questions ou des suggestions concernant cette API ou même d'autres API, n'hésitez pas à poster un commentaire ou à venir nous voir sur IRC. Ciao!